Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui donne des sueurs froides à peu près n'importe quel manager, la conduite du changement. Parce que, soyons honnêtes, on a beaucoup trop tendance à voir ça comme un simple problème de logistique, genre on déplace des bureaux, on installe un logiciel, et on oublie totalement le moteur de tout ça, l'humain. C'est exactement ce basculement, de la pure gestion vers un leadership beaucoup plus centré sur la psychologie, qu'on va décortiquer ensemble. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir les chiffres, petit rappel habituel, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire. C'est vraiment ce qui aide ce format à se développer et au moins vous êtes sûr de ne rien rater de nos prochaines analyses. Allez, c'est parti. Alors accrochez-vous bien parce qu'on commence avec un chiffre qui fait un peu mal, 70%. 70% des projets de changement en entreprise finissent dans le mur. C'est un taux d'échec monumental, presque 3 projets sur 4. Et pourquoi un tel crash ? Tout simplement parce qu'on se focalise à fond sur l'aspect technique des choses et qu'on fait semblant d'ignorer le facteur humain. Du coup, pour comprendre comment inverser la tendance, voici notre feuille de route. On va passer en revue le piège du changement, la différence cruciale avec la notion de transition, les 3 phases émotionnelles obligatoires, les 4 profils psychologiques de vos équipes, et on finira par un vrai plan d'action stratégique. Bref, le mode d'emploi pour stopper cette hémorragie d'échec. On attaque directement avec notre première partie, le piège du changement ou l'erreur logistique. Et la base de la base qu'il faut garder en tête ici, c'est que notre cerveau, naturellement, il déteste la nouveauté. Il veut juste préserver sa sécurité. Ce qui nous propulse directement au deuxième point, et c'est vraiment le cœur de cette analyse, la distinction entre le changement et la transition. Un concept brillant qui a été théorisé par William Bridges. Et c'est là que tout se joue en fait. Le changement, c'est un événement extérieur. C'est factuel et c'est immédiat. C'est le fameux mail du vendredi qui dit « Lundi, on passe tout sur ce nouveau système ». Bam, c'est tombé d'un coup. Mais la transition, alors ça c'est tout l'inverse. C'est un processus interne, profondément psychologique, qui exige du temps. L'erreur fatale de beaucoup de dirigeants, c'est de croire que parce qu'ils ont acté le changement d'en haut, la transition intérieure s'est faite par magie chez tout le monde. Alors que pas du tout. Ça demande une véritable navigation émotionnelle. Et cette fameuse navigation, elle nous amène à la troisième partie, les 3 phases émotionnelles. C'est un peu le voyage psychologique par lequel on est tous obligés de passer. Alors, comment ça se déroule ? D'abord, la phase 1, la fin et le renoncement. Avant d'accueillir l'avenir, il faut littéralement faire le deuil du passé. C'est la période du déni, de la peur, du fameux « de toute façon, c'était mieux avant ». Et il faut savoir écouter ses frustrations. Ensuite, on rentre dans la phase 2, la zone neutre. On va en reparler juste après. Et enfin, au bout du tunnel, la phase 3. Le nouveau commencement. Là, l'énergie se libère enfin parce que les bénéfices de la nouveauté sont digérés et intégrés. Mais faisons un petit focus sur cette phase du milieu, la fameuse zone neutre. C'est vraiment l'entre-deux, le no man's land. L'ancien monde n'est plus là, mais le nouveau n'est pas encore maîtrisé. Donc c'est hyper inconfortable, c'est chaotique. Et oui, la productivité va en prendre un coup, c'est classique. Par contre, c'est aussi un moment propice à une créativité assez intense. Et le rôle du leader ici, il est chirurgical. Il faut rassurer, avec un cadre ultra clair, fixer les objectifs à très court terme et surtout, célébrer chaque petite victoire pour avancer pas à pas. Bon, une fois ces phases temporelles bien identifiées, on passe à notre 4e partie, les 4 profils psychologiques. Parce que oui, l'équipe ne réagit pas d'un seul bloc. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment ça se répartit concrètement. D'un côté, on a les innovateurs, c'est à peu près 15% des gens. Ce sont les enthousiastes, ceux qui adorent l'inconnu. Ensuite, on a l'énorme bloc central divisé en 2. La majorité précoce, 35%, qui est plutôt pragmatique du genre « prouve-moi que ça marche et j'y vais ». Et la majorité tardive, encore 35%, qui est beaucoup plus sceptique et qui va bouger principalement par la pression du groupe. Et puis, tout à la fin, il reste les 15% de réfractaires. Eux, ils vont s'opposer très activement à votre projet. Et là, écoutez bien parce que c'est la leçon stratégique de cette analyse. Concentrez-vous sur les majorités. L'erreur absolue, le truc qui épuise tous les managers, c'est de gaspiller 80% de son énergie à essayer de convaincre les 15% de réfractaires purs et durs. Laissez tomber, c'est une perte de temps. Le véritable enjeu, c'est d'orienter toute votre attention vers les 70% du milieu. Dès que ce grand ventre mou bascule vers l'acceptation, la dynamique globale emporte le reste. Et les réfractaires n'ont plus d'autre choix que de suivre le mouvement, ou de s'isoler. Allez, on arrive à notre 5e et dernière partie, le plan d'action stratégique. Parce que c'est bien beau la théorie, mais on fait comment demain matin ? Voici quelques outils pour les leaders. Le point crucial, ça va être de mettre en place 2 étapes clés. Étape 1, tenir la réunion du pourquoi. C'est hyper important de ne jamais commencer par expliquer comment les choses vont changer. L'astuce, c'est de prendre les 2 tiers de votre temps de parole pour démontrer que ne rien faire, rester dans la situation actuelle, c'est devenu 1000 fois plus risqué que le changement lui-même. Il faut créer cette évidence. Et l'étape 2, c'est de cartographier votre équipe. Listez vos collaborateurs et demandez-vous dans quelle phase de la transition se trouve chacun d'eux. En plein renoncement ou déjà dans la zone neutre.
Avec cette carte en tête, vous allez pouvoir ajuster vos discussions individuelles de manière extrêmement ciblée. Pour clore cette analyse, j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion. Et si cette fameuse résistance au changement n'était, au bout du compte, qu'une profonde recherche de sécurité? Conduire une transition, c'est pas forcer le passage, c'est vraiment avoir une écoute super fine des inquiétudes humaines. C'est exactement là que réside la marque d'un leadership résilient. D'ailleurs, ça pose des bases parfaites pour notre prochain décryptage où on verra comment instaurer la sécurité psychologique au travail. Tout un programme. Avant de se quitter, un immense merci d'avoir suivi cette exploration. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses et dites-nous en commentaire comment vous gérez ces périodes de transition. À très vite pour continuer d'apprendre ensemble.